La Révolution mondiale, le complot contre la civilisation, de Nina Webster, paru en 1921. Paru initialement en anglais sous le titre World Revolution, The Plot Against Civilization. Préface de l'édition anglaise de La Révolution mondiale. Les erreurs, même les plus dangereuses, possèdent tout un élément de vérité, c'est pourquoi elles se répandent si souvent. Les esprits les plus éclairés, recherchant l'originalité, y succombent et y persévèrent étrangement comme fascinés. Le communisme marxiste, qui tient en esclavage un tiers de la population mondiale, continue de gagner des adeptes parmi les idéalistes qui voient en lui un modèle de société capable de mettre fin à la pauvreté et d'apporter une distribution plus équitable des richesses. L'ouvrage La Révolution mondiale n'est pas un répertoire exhaustif des événements révolutionnaires, mais il s'efforce d'en montrer la cause réelle. Telle est son originalité. À l'époque de la première édition, en 1921, Winston Churchill, dans un article de presse, déclara qu'il existait une conspiration d'envergure mondiale pour rejeter la civilisation et reconstruire la société sur la base du développement aveugle de la seule science, de l'envie malveillante et de l'impossible égalité. C'est cette conspiration qui a joué un rôle essentiel parfaitement identifié dans la tragédie que fut la Grande Révolution française, comme un écrivain contemporain, Madame Nesta Webster, l'a si brillamment montré, tout comme elle a été le ressort principal de tous les mouvements subversifs du XIXe siècle. Et aujourd'hui, c'est ce gang d'individus étranges, sortis des bas-fonds des grandes métropoles d'Europe et d'Amérique, qui tiennent par les cheveux le peuple de Russie et sont devenus les maîtres indiscutés de cet immense empire. Fin de la citation. Pour cette édition nouvelle et entièrement révisée, l'auteur Nesta Webster a pu bénéficier de documents auxquels elle n'avait pas eu accès auparavant. Chaque révolution a ses héros et ses dieux, mais c'est avec une grande abondance de preuves que l'auteur montre quels escrocs, quels imposteurs furent les dieux du communisme. Nesta Webster montre que Marx usa du communisme comme d'une profession. Ses sentiments pour les travailleurs ne dépassaient pas ceux du forgeron pour le métal qu'il forme. La sinistre correspondance entre Marx et son ami fortuné Engels montre tout le cynisme de cette paire de socialistes. Dans une lettre à Engels, Marx parle des minables petits boutiquiers, une classe lamentable, qui prétendent se faire payer pour ce qu'ils lui ont fourni. Et plus loin, je cite, « Mes enfants semblent avoir hérité de leur père un penchant pour la boisson. » Et il explique, « Mais après tout, je pense que le Bordeaux et le Porto sont bons pour eux. » Marx, pour le premier semestre de 1863, eut un revenu de 621 livres sterling, ce qui n'était pas négligeable pour le champion des damnés de la terre de la classe ouvrière qu'il était à cette époque. Engels, qui vivait de son côté fort bien, augmentait lui ses revenus en volant dans la caisse de la firme dont il était l'un des associés. Nina Webster montre également que Lénine n'était en rien l'ami des travailleurs, mais fut un agent stipendié du gouvernement allemand envoyé en Russie pour fomenter la révolution. Et aujourd'hui, le président Mao, un assassin de masse, proclame que Marx et Lénine ont été les héros des travailleurs. Tels sont les mythes qu'expose cette nouvelle édition. Toute l'histoire du mouvement révolutionnaire est méticuleusement retracée depuis ses origines lointaines jusqu'à ce jour, avec ses émeutes organisées et richement financées, et son culte du chaos et de la corruption. Ce livre est aussi la seule étude scientifique qui montre comment contrer intelligemment la révolution. C'est un manuel aussi essentiel au service de sécurité d'État qu'aux leaders syndicaux anticommunistes. Préface de l'auteur à la 6e édition de 1971, révisée et mise à jour. Ce livre, publié pour la première fois en 1921, vient d'être révisé, mis à jour et augmenté à la lumière de nouveaux et importants documents historiques. Certains lecteurs avaient suggéré que cette mise à jour de l'ouvrage implique de profondes modifications du texte. Mais ceci aurait alors entraîné un entier bouleversement du plan du livre, qui n'a pas pour objet d'être un long traité de propagande, mais d'être un ouvrage d'histoire retraçant l'origine de l'idée communiste et du mouvement révolutionnaire depuis leur début jusqu'à ce jour, sur la base de faits indiscutables, mais en mettant en évidence de temps à autre les causes secrètes. Lorsque j'écrivis ce livre, je ne possédais pas les écrits originaux des Illuminés de Bavière, et bien que les ayant consultés au British Museum, je me vis forcé de tabler sur les citations qu'en firent le docteur John Robison et l'abbé Augustin Baruel dans leurs ouvrages. Ces citations, tout en présentant une image tout à fait correcte du gigantesque projet de l'illuminisme,
étaient parfois des traductions libres qui donnaient aux phrases originales un sens plus précis que leurs auteurs ne l'avaient voulu, voilés qu'était au contraire leur texte sous un langage plus ambigu. Après publication de mon livre, et grâce à l'obligeance de Monseigneur Join à Paris, je pus acquérir les Originalschriften des Illuminatenordens en 2 volumes, publiés par l'Ordre de l'électeur de Bavière à Munich en 1786, et dès lors, dans le présent ouvrage et dans l'édition revisée de mon autre livre, Secret Societies and Subversive Movements, toutes les citations que j'ai faites des documents des Illuminés ont été autant que possible traduites par moi-même à partir des originaux. En 1921, je ne possédais pas non plus la correspondance publiée de Marx et d'Engels, et je dus donc avoir recours aux extraits qu'en donnent certains auteurs comme James Guillaume et Edmond Laskin, mais je fus un peu plus tard à même d'acquérir les 4 volumes des Briefwechsel zwischen Friedrich Engels und Karl Marx, publiés par Dietz à Stuttgart, qui jettent une lumière crue sur le caractère véritable et incroyable de ces 2 hommes qui se sont posés en prophètes des classes laborieuses. Les citations que je fournis ici de leurs lettres ont dorénavant été traduites par moi de l'original allemand. Le chapitre 10 de l'ouvrage original intitulé « La Révolution de 1917 » a été mis à jour et remanié, scindé en 3 chapitres, socialisme marxiste, bolchevisme et le soutien de l'or. Tout ce qui a trait au passé du mouvement révolutionnaire reste pratiquement inchangé dans l'ouvrage, mis à part quelques petites révisions, et à ceci près que dans un chapitre préliminaire, on a daté son début non pas de Rousseau, mais du 1er siècle de l'ère chrétienne. Pour l'époque contemporaine, il a été nécessaire de reprendre le texte à la lumière des événements survenus depuis l'édition Princeps. En 1921, le sol de l'Europe tremblait encore des suites du premier conflit mondial, et la menace d'une Allemagne vaincue mais demeurée une puissance restait largement à l'horizon dans les pays alliés. Au même moment, le rôle des Juifs dans le bolchevisme, rapporté dans le livre blanc du Foreign Office et complété par la publication des protocoles des sages de Sion et les articles du Morning Post, publiés en livre sous le titre de « La cause de l'agitation mondiale », avait provoqué une violente controverse autour de la question juive. Ne pas mentionner ces questions dans la présente édition aurait été manifester un désintérêt pour les affaires contemporaines, et j'ai donc consacré quelques pages au protocole. Aujourd'hui, cependant, la question allemande et la question juive ont changé, et elles requièrent un point de vue différent. Car bien que l'on doive garder à l'esprit l'origine allemande de l'illuminisme, et que l'aide apportée par l'Allemagne impériale au début des bolcheviks soit un fait établi, l'arrivée d'Hitler vit une Allemagne résolument anti-bolchéviste. La révolution ou guerre d'Espagne de 1936, l'accord de Munich et les événements qui amenèrent la Seconde Guerre mondiale ont été de portée si considérable sur l'immense développement actuel des activités révolutionnaires dans le monde que j'ai ajouté un nouveau chapitre en fin d'ouvrage pour traiter de cette phase. Après discussion avec mon éditeur, je lui ai laissé le soin de compléter ce chapitre. À lui également de faire place au dernier développement, mais en gardant toujours la méthode qui fut la mienne tout au long des années, de s'efforcer de montrer les causes des événements, ce qui est plus important que d'en dresser la simple nomenclature. Nesta Webster, Cadogan Place, Londres, avril 1960. Préface de l'auteur pour la première édition, publiée en 1921. Parmi tous les livres, brochures et articles de presse consacrés à la Révolution mondiale que nous avons pu examiner, on est surpris de constater combien peu s'attache à une investigation scientifique des origines du mouvement révolutionnaire. On avance fréquemment pour explication, ce qui pour moi est très fallacieux, que l'agitation actuelle résulterait de la lassitude de la guerre. On nous expose que la nature humaine, exaspérée de la trop longue horreur du récent conflit mondial, est victime d'une crise nerveuse qui s'exprime dans un mécontentement d'ampleur mondiale. À l'appui de cette théorie, on nous dit que les guerres précédentes ont semblablement été suivies de périodes de troubles sociaux, et donc que par un processus analogue, on devrait s'attendre aux mêmes symptômes après la levée des contraintes de celles-ci exactement comme cela s'était passé antérieurement. Il est certes exact que les conflits politiques entre nations ont souvent dans le passé été suivis de troubles sociaux, par exemple les guerres napoléoniennes par des troubles industriels en Angleterre, la guerre franco-prussienne de 1870 par l'agitation révolutionnaire, non seulement dans le pays envahi, mais aussi chez les conquérants. Cependant, envisager ces manifestations sociales comme résultant directement du conflit international qui les ont précédées, c'est se tromper sur leur cause fondamentale.
Car la révolution n'est pas le produit d'une guerre, mais c'est une maladie sociale qu'une nation affectée par les suites d'une guerre a le plus de risques d'attraper et de développer, tout comme un individu affaibli par la fatigue a plus de risques de contracter une maladie qu'un homme en pleine vigueur. Cependant, cette prédisposition même n'est pas la cause essentielle de l'explosion de la fièvre révolutionnaire. La Révolution française ne fut précédée d'aucune guerre de quelque importance, et pour l'observateur réfléchi, l'Angleterre de 1914 était aussi proche de la Révolution qu'en 1919. La guerre mondiale qui survint, loin d'avoir entraîné une explosion révolutionnaire dans le pays, la retarda bien au contraire, en ressoudant toutes les classes autour de l'impératif de la défense nationale. La vérité est que, depuis 145 ans, le feu de la Révolution a couvé constamment sous l'ancienne structure de la civilisation, et par moments a même explosé en incendie risquant de détruire de fond en comble tout l'édifice social que 18 siècles avaient construit. La crise actuelle n'est pas un phénomène des temps modernes, mais la poursuite d'un immense mouvement commencé au milieu du XVIIIe siècle. En un mot, la Révolution est un seul et même phénomène qui a trouvé sa première expression en France en 1789. À la fois par sa nature et son objectif, elle diffère totalement des révolutions antérieures qui avaient pour origine des causes ponctuelles dans l'espace ou dans le temps. La révolution qui nous menace aujourd'hui n'est pas locale, mais universelle. Elle n'est pas politique, mais sociale. Et on doit en rechercher les causes, non pas dans le mécontentement populaire, mais dans une conspiration profondément cachée qui utilise le peuple pour ses objectifs destructeurs. Afin d'en suivre le cours, il faut comprendre la double nature de ce mouvement, en étudiant à la fois les aspects et les manifestations extérieures des forces révolutionnaires du socialisme, de l'anarchie, etc., à la puissance qui se cache derrière, comme figuré sur la carte annexée en fin d'ouvrage. L'auteur pense que jusqu'ici, aucun livre n'a été écrit précisément sous cet angle. Nombre d'ouvrages intéressants ont été consacrés aux sociétés secrètes, d'autres à l'histoire des événements révolutionnaires, mais aucun jusqu'à présent n'avait tenté d'établir le lien entre les deux de manière systématique. L'objet du présent ouvrage est donc non seulement de décrire l'évolution des idées socialistes et anarchistes et leur succès révolutionnaire, mais en même temps de suivre à l'œuvre cette force occulte terrible, obstinée, incessante et totalement destructrice qui constitue la plus grande menace que l'espèce humaine ait jamais dû affronter. Je me suis cependant toujours efforcé de faire la différence entre la maçonnerie britannique et la maçonnerie continentale, montrant que la première est une association honorable, qui non seulement est hostile aux doctrines subversives, mais est un puissant soutien de la légalité de l'ordre public et de la religion. Je suis d'ailleurs redevable à certains membres distingués de la maçonnerie britannique de l'aide précieuse et des conseils qu'ils m'ont apportés dans ce travail, ce dont je veux les remercier ici. Préface de l'éditeur pour la 6e édition. En préparant avec l'auteur cette édition révisée de la Révolution mondiale, celle-ci me montra ses notes et me fit part de ses suggestions pour ce que nous pensions devoir être le dernier chapitre. Nous étions à la fin des années 50, mais dans les mois qui suivirent, l'expansion rapide de la décomposition partout dans le monde montra clairement qu'il faudrait ajouter encore un chapitre traitant de l'expansion du communisme après la guerre en Afrique et en Extrême-Orient. Nesta Webster discuta ultérieurement de ces événements en détail et me chargea d'interpréter ses réflexions et ses idées dans un autre chapitre. Au total, et après de nombreuses recherches, j'ai dû ajouter 4 chapitres en fin d'ouvrage. Le chapitre 14, la Deuxième Guerre mondiale, d'après les notes de l'auteur, suivi de 3 autres, respectivement la Révolution chinoise, la Révolution africaine et le chaos mondial. C'était il y a longtemps, à l'époque des accords de Munich, que Nesta Webster commença de percevoir la tournure des événements. En octobre 1938, elle me montra une lettre qu'elle avait reçue d'un ami en poste dans les services diplomatiques à Bruxelles. Ce n'était pas, me dit-elle, un nazi, mais bien plutôt le contraire. La lettre datée du 3 octobre disait ceci : « En dépit de la joie générale, de sérieuses raisons nous font penser que nous ne sommes qu'au début de nos difficultés. Le camarade Litvinov est une fois de plus parmi nous, probablement pour quelques jours, et pour montrer à tout un chacun combien il est écœuré, entre guillemets, par les manœuvres impérialistes, entre guillemets, qui ont rendu la guerre européenne impossible. D'une part, le camarade Litvinov doit consulter ses alliés communistes français et organiser le sabotage de ce répit durement gagné, pendant que de l'autre, il attend les rapports de son camarade Mayski de Londres, qui a eu pour instruction de rencontrer dimanche les membres de l'opposition.
Attlee, Sir Archibald Sinclair et Lloyd George, et de protester énergiquement contre le procédé inqualifiable des entretiens de Munich qui exclurent la Russie soviétique. M. Maïski a reçu la mission de créer de l'agitation contre M. Chamberlain, et il ne fait aucun doute qu'il suivra ses instructions à la lettre. Madame Webster me fit de cette lettre le commentaire suivant. J'imagine facilement que les illuministes et les bolcheviks travaillent nuit et jour à ruiner les efforts de paix de Chamberlain et à déclencher la guerre. Si elle survient, ce sera le piège dans lequel sombrera la civilisation européenne et la porte ouverte aux soviets. Dans mes chapitres sur la Deuxième Guerre mondiale et sur la Révolution chinoise, je me suis efforcé de montrer comment ce piège a été habilement armé. La guerre avec l'Allemagne a conduit à la bolchevisation de la plus grande moitié de l'Europe, et la guerre avec le Japon a permis à la révolution chinoise de se répandre sur une large partie de l'Asie. J'ai également la certitude qu'un troisième piège est en préparation sous forme d'une guerre simulée ou d'un incident entre la Russie soviétique et la Chine, dans laquelle les puissances occidentales seront incitées à prendre part, dans l'idée fausse que cette guerre sera la fin du communisme. Un tel conflit servirait en fait à la mise en esclavage finale du monde libre, si ses leaders avaient la folie de s'en mêler. À la date de la mise sous presse du volume est ressurgi le vieux bateau de l'antisémitisme soviétique. C'est un mensonge usuel des révolutionnaires pour tromper le public. Il n'y a pas le plus petit signe qui ait diminué le nombre des juifs au sein du Conseil des ministres soviétiques, ni au Politburo ou à l'Académie des sciences. La machine de propagande soviétique a néanmoins lancé une prétendue campagne antisioniste pour persuader les Arabes et les musulmans que la Russie s'est faite le champion des États arabes contre Israël. Mais des centaines de juifs en âge de faire leur service militaire peuvent cependant émigrer de Russie soviétique en Israël comme réfugiés, et à moins que les hommes d'État arabes n'aperçoivent la supercherie, leur peuple pourrait bien se trouver piégé dans un esclavage pire que les horreurs de Gaza. Il y a fort heureusement des signes qui montrent qu'un certain nombre de juifs sionistes ont commencé de comprendre que l'État d'Israël lui-même est utilisé pour la cause de la révolution mondiale. Anthony Gittens, décembre 1970. Confirmation. Assurément, je dénie aux bolcheviks tout titre à représenter la Russie. Ils méprisent d'ailleurs une notion aussi triviale que la nationalité. Sitôt que Lénine fut au pouvoir, il commença par faire signe à d'obscurs individus qui se cachaient dans leurs repères à New York, Glasgow, Berne ou ailleurs, et il rassembla ainsi les cerveaux dirigeants d'une formidable secte, la plus formidable secte dans le monde. Winston Churchill, discours à la Chambre des communes du 5 novembre 1919. Ce mouvement parmi les juifs n'est pas nouveau. Depuis l'époque de Spartacus Weishaupt jusqu'à celle de Trotsky, Russie, de Béla Kun, Hongrie, de Rosa Luxembourg, Allemagne, et d'Emma Goldman, USA, en passant par celle de Karl Marx, cette conspiration mondiale en vue de rejeter la civilisation et de reconstruire la société sur base d'un développement monopolisé de la science aveugle, de l'envie malveillante et de l'impossible égalité est allée sans cesse croissant. Comme un écrivain contemporain, Madame Webster l'a si bien montré, c'est cette conspiration qui joue un rôle parfaitement identifiable dans la Grande Révolution française. C'est elle qui a été le principal ressort de tous les mouvements subversifs au cours du XIXe siècle. Et pour finir, aujourd'hui, ce gang d'individus extraordinaires sortis des bas-fonds des grandes métropoles d'Europe et d'Amérique du Nord tient désormais le peuple de Russie par les cheveux, et ils sont devenus les maîtres pratiquement indisputés de cet énorme empire. Annexe 1. Note de l'éditeur, Le Monde du 6 juin 2001 a publié une intéressante, bien que trop succincte, étude sur l'OCI, Organisation communiste internationale, à propos de l'appartenance à la hiérarchie de cette secte communiste du premier secrétaire du PS, Lionel Jospin, Premier ministre. On y apprend que derrière son président Lambert, elle a été fondée par Boris Fraenkel, juif né russe de parents mencheviks, communiste dès sa jeunesse et émigré en France, ami de Maritz Sperber. Fraenkel, qui se proclame bisexuel et fut le traducteur d'Eros et Civilisation d'Herbert Marcuse, juif émigré aux USA, subversif lui aussi là-bas des campus et disciple du juif érotomane Wilhelm Reich comme Fraenkel, Fraenkel déclare avoir été le père de mai 68, dont les leaders agitateurs furent Cohn-Bendit ou Bendit, Bernard Guetta et d'autres militants juifs comme Alain Krivine, animateur et porte-parole d'une autre secte communiste trotskiste, la LCR, Daniel Gluckstein, alias Seljuk, l'actuel secrétaire général de l'OCI, devenu Parti des Travailleurs, et Marc Sauvageau.
Petite parenthèse, ils ont aussi oublié Gesmar, qui aussi faisait partie des agitateurs. Dans cet article et de cette même mouvance sont cités les noms de David Comer, animateur d'une secte dénommée l'Union communiste internationaliste, Jean-Marie Brome, professeur de sociologie à Montpellier, co-auteur avec Fraenkel de la lutte sexuelle des jeunes en 1966, Benjamin Stora, Gérard Bloch, Claude Gémard, alias Raoul, Yvan Bérébi, Patrick Dierich, Charles Berg, numéro 3 de l'OCI, alias Jacques Kirchner, alias Charles Jérémy, Denis Salomon, Gérard Brouet. Les membres de l'organisation, qui a de nombreuses filiales et a changé de nom plusieurs fois, signale l'article, ont essaimé dans les instituts d'études pédagogiques, l'éducation nationale, le cinéma, la presse, la radio, télévision et les spectacles, avec Charles Berg, Kirchner, Bertrand Tavernier, Pierre Arditi, Alain Corneau, A. Métayer, B. Munit et beaucoup d'autres. Pour la presse, pratiquement aucun nom connu, sauf A. Lirbet, directeur d'un journal du PS, et P.H. Katupinchi, mais on sait que Bernard Guetta, donc petite parenthèse qui est le frère de David Guetta, lui aussi activiste de mai 68 et collaborateur de France Inter, l'OCI a infiltré très abondamment la sécurité sociale, les syndicats notamment FO et la CGT et les autonomes, les mutuelles et organisations corporatives étudiantes, l'administration et l'éducation nationale, Krivine et Fraenkel, et le PS avec Jean-Luc Mélenchon, Julien Drey, juif de la LCR, Cambadélis et plusieurs centaines d'autres faisant du PS une filiale de l'OCI et dans d'autres partis, et donc le gouvernement avec Jospin et plusieurs de ses ministres et collaborateurs, le gouvernement français de Chirac-Jospin, est donc bien un gouvernement communiste dirigé par un trotskiste, tout cela correspondant très exactement à la stratégie de Weishaupt, confirmant dans les faits actuels qu'elle est une stratégie juive mise en œuvre par eux et que le Parti socialiste est l'alter ego et une métastase du Parti communiste international. Une lecture de la Révolution mondiale, le complot contre la civilisation. Alors juste petite parenthèse pour faire un ajout à ce qui a été dit précédemment. Le plus crédible, pour parler peut-être de mai 68 et des fonds colossaux, 1 milliard de francs par jour, qui étaient apportés par des cellules maoïstes de Bruxelles, c'est donc Jacques Berger qui le disait, et Jacques Berger était juif, donc il est crédible quand il dit ça. Une lecture de la Révolution mondiale, le complot contre la civilisation. Chapitre 1, un mirage. Tout au cours de l'histoire, la vision d'un monde idéal où l'espèce humaine jouirait d'une part égale au bien de la vie a hanté l'imagination des rêveurs. Attirés par cet étrange mirage, des troupes d'enthousiastes ont marché inlassablement, pleines d'espoir d'atteindre le vert oasis terrestre où l'espèce humaine pourrait enfin se reposer, mais ne réussissant finalement qu'à se heurter aux inexorables lois qui gouvernent la vie sur la planète. En d'autres termes, il s'agit d'un rêve impossible. Imaginons un habitant de Mercure ou de quelque autre planète où le soleil brillerait sans fin, où aucun clément ni rude de la nature ne viendrait troubler la paix d'une espèce humaine qui n'aurait jamais chuté de son état originel de bonheur et qui viendrait visiter notre Terre. La première chose qui le frapperait serait sans aucun doute les inégalités qui prévalent sur toute la surface du globe. Il verrait des hommes et des femmes jouissant d'une insouciante existence dans l'été des lys de l'Éden, pendant que d'autres s'abritent pêle-mêle sous de misérables igloos au milieu des neiges et de la nuit glacée du Grand Nord. Il en verrait certains, habitant d'agréables villages entourés de bois verdoyants et de champs fertiles, et d'autres parqués dans les rues étroites des villes, souvent dans la saleté et la misère, privés de la beauté que la nature a répandue, sans compter dans le monde entier. Mais par-dessus tout, il serait frappé de voir que certains nagent dans l'abondance pendant que d'autres travaillent dur et peinent pour leur pain. Car si sur Mercure, tous peuvent vivre comme les lys des champs et ne travaillent ni ne filent, il pourrait alors s'étonner et demander « Pourquoi donc cette inégale répartition des richesses du travail ? Les fruits de la terre ne devraient-ils pas être communs à tous et le travail également partagé par tous ?» C'est à cette conclusion admissible de la part d'un habitant d'une autre planète, ignorant des conditions qui prévalent sur le nôtre, qu'ont néanmoins abouti les rêveurs évoqués plus haut. Les inégalités qu'ils ont cherché à supprimer, ils les ont attribuées à ce qu'ils ont appelé les lois faites par l'homme, au lieu de les attribuer aux lois de la nature qui font que ces inégalités se retrouvent non seulement parmi les humains, mais aussi dans le règne animal. Pendant que des myriades de fourmis travaillent sans relâche à ériger leurs monticules,
comme les esclaves de l'ancienne Égypte érigeant les pyramides, et que les abeilles n'ont de cesse de fleur en fleur de se presser de recueillir le miel pour leurs ruches industrieuses, vaches et moutons se reposent paresseusement dans leurs prairies ou dorment à l'ombre sous les arbres, et dans les étangs bordés de joncs odorants, les truites se meuvent sereinement dans l'eau claire et fraîche à la surface de laquelle voguent paresseusement les canards et les cygnes. En matière de propriété, notre habitant de Mercure verrait une inégalité encore plus frappante. Pourquoi certains sont-ils plus qu'abondamment pourvus en biens de ce monde et d'autres n'ont-ils rien ? La propriété, c'est le vol, déclara l'anarchiste Proudhon en 1840 comme une découverte, alors que cet aphorisme avait couru 60 ans plus tôt. Or, la propriété d'un bien, nous l'observerons plus loin, n'est pas le propre de l'espèce humaine. L'oiseau a son nid, le chien tient à son os et le défend férocement. Aussi, le visiteur venu d'une autre planète, après quelques expériences de la vie sur la nôtre, sera amené à comprendre que l'homme a vécu partout selon les lois de la nature, que le travail n'est pas la malédiction qui condamna Adam à gagner son pain à la sueur de son front, mais bien au contraire la plus grande bénédiction qui put lui être donnée, lui permettant d'employer utilement ses énergies pour garder la santé morale et physique. C'est donc par l'oubli des lois de la nature que, depuis les temps les plus lointains, des théoriciens se sont élevés pour déclarer qu'afin de surmonter les inégalités de la vie humaine, il fallait que toutes les richesses et les propriétés fussent allouées à tous en proportion égale, ou bien partagées en commun, personne alors n'étant autorisé à posséder quoi que ce soit en propre. La première solution au problème fut sérieusement proposée dans le passé par une école de pensée. Ces prophètes oubliaient seulement de réaliser que si on divisait tout aujourd'hui et répartissait tout aujourd'hui, tout serait de nouveau inégal le lendemain. L'un dissiperait sa part, un autre la doublerait en la plaçant habilement, et l'homme pratique et énergique deviendrait vite plus prospère que le paresseux et le gaspilleur. La parabole des 10 talents illustre parfaitement les capacités différentes des hommes à user de l'argent. Bien plus, avec une égale distribution des richesses, il n'y en aurait pas assez pour en donner à tous et assurer à tout le monde la prospérité, et l'on réduirait seulement tout un chacun à un niveau fatal de pénurie. Lorsqu'à un moment donné ce plan fut lancé parmi les travailleurs en France, un Rothschild de Paris se chargea de dégonfler habilement la baudruche et, ayant découvert que son valet était imbu de cette idée, il lui dit « Alors, tu penses que toute la richesse de France devrait être répartie également ? Eh bien, j'ai calculé ce que serait ta part dans un tel système, et je vais te la donner immédiatement. La voici. » Et il tendit à l'homme une pièce de 5 francs. L'absurdité de cette théorie est donc depuis longtemps devenue évidente à tous les socialistes et a été remplacée depuis par l'autre, à savoir que puisque la richesse ne peut demeurer également répartie, elle ne devrait appartenir à personne et tout devrait être en commun. C'est ainsi qu'est sorti un nouveau plan de réorganisation de la vie humaine sous la forme du communisme. Le communisme idéal. C'est la théorie qui a enflammé l'imagination d'un nombre infini de groupes, de sociétés et de penseurs isolés dans le passé, et d'innombrables essais ont été tentés pour le mettre en pratique. Les avocats de ce système ont prétendu que le Christ et ses disciples ont approuvé la communauté des biens. Mais il n'y en a pas en réalité la moindre évidence. La première expérience communiste de l'ère chrétienne est mentionnée dans les Actes des Apôtres, où l'on rapporte que certains convertis au christianisme à Jérusalem avaient décidé de renoncer à leur propriété et d'avoir tout en commun. La suite fut l'histoire bien connue d'Ananie et de Saphira qui ne voulurent pas verser tout leur avoir dans le fonds commun. Les objecteurs du système s'élevèrent donc dès son origine, et il semble avoir échoué si totalement que on ne nous en parle plus du tout ensuite. Il semble avoir disparu. On apprend simplement qu'une collecte fut faite pour les saints pauvres de Jérusalem. Mais au Moyen-Âge, le projet ressuscita, et entre le XIIe et le XVe siècle, naquirent d'innombrables sectes communistes ou partiellement communistes, comme les Vaudois dans le sud de la France à la fin du XIIe siècle, et les apostoliques dans le nord au XIIIe siècle, les Bégards à la même époque en Allemagne et aux Pays-Bas, les Hussites en Bohême, les Taborites, les frères de Bohême au XVe siècle. Ces sectes étaient essentiellement religieuses et non politiques, mais elles véhiculaient cependant une tendance révolutionnaire, ou du moins de rébellion, dirigée non pas tant contre les gouvernements que contre les normes usuelles
de moralité, car comme Kautsky le fit remarquer, le communisme produisait une inévitable aversion envers le mariage et la vie familiale, ce qui à son tour entraîna le célibat et la possession en commun des femmes. La seule forme de communisme dans son vrai sens de tout posséder en commun qu'il ait jamais été possible de réaliser effectivement, est celle pratiquée dans les communautés religieuses chrétiennes. Les monastères et les couvents pratiquent tout naturellement le communisme, mais ce qui leur permet de le faire paisiblement est qu'ils sont composés de personnes ayant renoncé à tout intérêt pour les biens terrestres et qui concentrent toutes leurs pensées et leurs désirs sur le royaume des cieux. Le communisme séculier, de par son insistance sur le matérialisme, élimine le seul facteur qui rende possible ce système, la foi en Dieu et en l'au-delà. Le communisme révolutionnaire. C'est la forme de communisme qui s'est signalée pour la première fois en France en 1185, lorsqu'un ordre se forma, se faisant appeler la Confrérie de la Paix, avec pour objectif premier de mettre fin aux guerres, mais aussi avec l'idée d'établir la communauté des terres. Dans leur attaque fort peu pacifique contre les nobles et le clergé, les confrères en question déclaraient « De quel droit usurpent-ils les biens qui devraient être communs à tous, comme les prairies, les bois, le gibier qui court dans les champs et les forêts, les poissons qui peuplent les rivières et les étangs, c'est donc que la nature destine de manière égale à tous ses enfants. » En fonction de quoi, les confrères entreprirent de détruire les châteaux et les monastères, mais les nobles, organisant leur propre défense par les armes, finirent par détruire les confrères. La répercussion de ces mouvements fut ressentie en Angleterre en 1381, au cours du soulèvement des paysans. Après une marche sur Londres de 60 000 paysans sous la conduite de Wat Tyler, Jacques Straw et John Ball, les légitimes demandes des classes laborieuses d'être libérées du servage furent acceptées par le jeune roi, mais les leaders du mouvement demeurèrent à Londres pour fomenter une révolte. D'après Froissart, la majorité des protestataires venus à Londres voulaient surtout spoiler les riches, détruire les nobles et piller Londres. Mais John Bale prêcha la communauté de tous les biens. Kautsky considère cet aspect de la révolte comme étant, je cite, comme étant essentiellement l'œuvre de prêcheurs itinérants communistes du continent. Et il distingue alors une caractéristique qui le différencie du communisme chrétien primitif et le rend analogue à celui des temps modernes, l'esprit révolutionnaire. Chapitre 2. L'illuminisme. On admet communément que le grand mouvement révolutionnaire, qui commença à la fin du XVIIIe siècle, a pour origine les philosophes de France avec Morelli et tout particulièrement Rousseau. Mais c'est omettre la moitié de la question. Rousseau n'a pas été l'inventeur de ces doctrines, et s'il fallait chercher la cause de la révolution dans la seule philosophie, il faudrait alors remonter beaucoup plus loin que Rousseau, notamment à l'Utopie de Thomas More, et même à Pythagore et à Platon. Il est cependant indéniable que Rousseau fut le principal canal par lequel les théories de ces penseurs antérieurs furent introduites parmi l'intelligentsia du XVIIIe siècle en France, et que son contrat social et son discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes contenaient en germe le socialisme et de la tyrannie moderne sous toutes ses formes. La théorie de Rousseau, qui a le plus de conséquences sur le thème de ce livre, peut s'exprimer simplement par cette expression familière, la civilisation à tout fou, signifiant que le salut de l'espèce humaine repose sur son retour à l'état de nature. D'après Rousseau, dans son discours du moins, la civilisation a fait la preuve qu'elle est la ruine de l'humanité. Dans son état primitif, l'homme était libre et heureux, et ce n'est que sous l'influence paralysante des contraintes sociales que sa liberté a été supprimée, cependant que les lois de propriété individuelle étaient dues au fait qu'une large proportion de l'humanité était tombée en servitude. Le premier homme qui borna son chant en disant « Ceci est à moi », et qui trouva autour de lui des gens assez naïfs pour le croire, fut le véritable fondateur de la société civile. Que de crimes, de guerres, de meurtres et de misères et d'horreurs l'espèce humaine n'aurait-elle pas évité si, bravant les épées et comblant les fossés, elle avait répondu à cet individu « N'écoutez pas cet imposteur, vous êtes perdu si vous oubliez que les fruits de la terre appartiennent à tous et la terre à personne. » Ça, c'est une citation. On trouve dans ces mots le principe entier du communisme et de la tyrannie. Il y a évidemment un certain fond de vérité dans la condamnation de la civilisation par Rousseau, fond de vérité commun à toutes les erreurs dangereuses, car s'il n'y avait pas une parcelle de vérité au fond des fausses philosophies, elle n'obtiendrait aucune audience et n'offrirait donc aucune menace pour le monde. L'erreur énorme de Rousseau est de dire que, parce que la civilisation présente certains défauts, elle est mauvaise de fond en comble depuis l'origine. C'est comme si en désignant un coin négligé d'un jardin, on disait
Voyez les résultats désastreux de la culture. Pour remédier au tard du système social existant, c'est davantage de civilisation qu'il faut, et non sa suppression. La civilisation dans ses aspects les plus élevés, non pas l'acquisition des agréments de la vie, ni même les connaissances artistiques et scientifiques, mais dans la sphère des aspirations morales, est ce qui distingue l'homme de la brute. Détruisez brutalement la civilisation et l'espèce humaine sombrera au niveau de la jungle, où la seule loi est celle du fort contre le faible, et la seule motivation, l'assouvissement des besoins matériels. Car si l'injonction de Rousseau, retournez dans les et devenez des hommes, peut être un excellent conseil, bien qu'interprété comme une mesure temporaire, en revanche, l'injonction retournez dans les bois et restez-y est un conseil pour singes anthropoïdes. Il serait cependant bien inutile de réfuter les folles théories de Rousseau pour montrer que dans la nature, le communisme n'existe pas et que la première créature à avoir établi la loi de propriété n'a pas été l'homme, brandissant son titre, mais le premier oiseau s'appropriant la branche d'un arbre pour y construire son nid, le premier lapin choisissant un lieu où creuser son terrier, un droit qu'aucun oiseau ni aucun lapin n'a jamais pensé disputer. Quant à la répartition des fruits de la terre, il suffit d'observer 2 griffes sur une pelouse se disputant un ver pour voir comment la question de la nourriture se règle dans la société primitive. Rien n'est plus absurde que la conception que donne Rousseau de ces barbares idéalisés vivant en commun sur le principe « faites comme on en agirait avec vous ». Seul un rêveur profondément ignorant des conditions réelles de la vie primitive, la vie dont la règle est celle du plus fort qui fait du faible sa proie sans recours ni pitié, aurait pu évoquer une pareille vision. Mais la France du XVIIIe siècle, elle-même, malgré son avidité pour la nouveauté et ses rêves de retour à la nature, n'envisagea jamais l'utopie primitive de Rousseau comme un idéal à atteindre. Et il est tout autant inconcevable de penser que la philosophie du discours sur l'inégalité ait conduit au rejet de la civilisation en 1793, que de croire que les moqueries de Voltaire aient mené au fait de la déesse raison et à la profanation des églises. Les enseignements de Rousseau n'atteignirent jamais le peuple de manière appréciable. Son influence se limita à l'aristocratie et à la bourgeoisie. Et ce n'étaient pas les habitués des salons ni les bourgeois prospères hyper civilisés, ni non plus Rousseau lui-même, vivant au crochet des plus dissolus des riches et partageant leurs vices, qui auraient applaudi à un retour aux conditions de vie aborigènes. Les salons jouèrent avec la philosophie de Rousseau comme ils jouèrent avec tout ce qui était nouveau, le mesmérisme, le martinisme, la magie, pendant que les révoltés de la classe moyenne qui le prirent au sérieux utilisèrent simplement ces théories pour exciter la haine contre la classe dont ils se croyaient méprisés, mais ils ne rêvèrent jamais de ressembler aux sauvages Caraïbes, ni ne furent fascinés d'admiration pour leur primitive égalité. Ce ne sont donc pas aux philosophes qu'il faut attribuer la puissante dynamique de la Révolution, mais à la source d'où eux-mêmes tirèrent leur inspiration. Car Rousseau et Voltaire étaient francs-maçons, et l'encyclopédie fut publiée sous les auspices de l'ordre. Sans ce puissant concours, les doctrinaires du salon du XVIIIe siècle n'auraient pu déclencher le puissant cataclysme de 1789, pas plus que la société fabienne ne pourra engendrer la révolution mondiale actuelle. Il fallait l'organisation propre aux sociétés secrètes pour transformer les théories des philosophes en un formidable système pratique de destruction de la civilisation. Jacques de Molay et plusieurs autres chefs de l'ordre furent exécutés, et d'après le chevalier de Malais, ceux qui réussirent à s'échapper de cette tourmente se rassemblèrent ultérieurement dans l'ombre pour renouer les liens qui les avaient unis, et afin d'éviter les dénonciations, ils eurent recours à des méthodes allégoriques qui indiquaient les origines de leur association d'une manière qui fut incompréhensible aux yeux du vulgaire. Telle est l'origine des francs-maçons. Fin de la citation. Au cours des croisades, l'an 1118 avait vu se fonder à Jérusalem l'ordre des Templiers par certains gentilshommes de Picardie. À leur retour en France, les chevaliers templiers s'érigèrent en un pouvoir indépendant de la monarchie, puis sous la direction de leur grand maître Jacques de Molay, ils s'élevèrent contre l'autorité du roi Philippe le Bel. En 1312, un certain nombre d'entre eux furent arrêtés et accusés, entre autres choses, de cracher sur le crucifix et de renier le Christ. Au cours des interrogatoires, ils déclarèrent n'avoir pas été pleinement initiés au statut de l'ordre et soupçonnaient qu'il en existait 2 sortes de statuts, certains étant publics et d'autres très soigneusement cachés, inconnus même de bien des chevaliers. Cette dernière assertion a été confirmée par le martiniste Papus, qui explique que le grand chapitre de la franc-maçonnerie française
fondée au XVIIIe siècle, se constitua autour des Templiers. C'est dire que leurs membres les plus éminents étaient animés du désir de venger Jacques de Molay et ses compagnons de l'assassinat dont ils furent les victimes, de la part des deux pouvoirs tyranniques, la royauté et la papauté. Pendant ce temps, la maçonnerie en Angleterre se développa sur des bases tout à fait différentes. Ce n'est pas le lieu de discuter ici ses objectifs et ses origines, qu'il suffise de préciser que, bien que la Grande Loge nationale soit dérivée de l'une des mêmes sources que celle d'Angleterre, la confrérie des Rose-Croix, et qu'elle reçut en 1740 ses chartes de la Grande Loge de Londres, fondée en 1717, les deux ordres ne doivent pas être confondus. La maçonnerie anglaise, qui est grosso modo un développement des confréries professionnelles des maçons constructeurs, a toujours conservé l'esprit d'association fraternelle et d'entraide qui anima ses fondateurs, et a toujours été fidèle au principe que ne sera jamais évoqué en loge rien de ce qui touche le gouvernement ou la religion. En revanche, en France comme dans les autres pays du continent, les loges devinrent rapidement des centres d'intrigue politique. Le Grand Orient, fondé en 1772 avec le duc de Chartres et le futur Philippe Égalité comme grand maître, fut indéniablement une organisation subversive, et par son union avec le Grand Chapitre en 1786, il acquit un caractère encore plus dangereux. Car alors que l'esprit du Grand Orient était franchement démocratique, quoique non démagogique, l'esprit du Grand Chapitre était révolutionnaire. Mais la révolution était prévue d'avoir à accomplir surtout au bénéfice de la classe supérieure, la bourgeoisie, la haute bourgeoisie, avec le peuple comme instrument. Les frères du rite templier, c'est-à-dire du Grand Chapitre, furent donc les vrais fomenteurs des révolutions, et les autres n'étaient que leurs dociles agents. D'après Papus et à l'opinion de maçons contemporains de la Révolution de 1789, celle-ci fut le fruit de cette combinaison.